Hello tout le monde. Alors je suis très contente comme chaque fois de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'À table avec Annabelle et on termine la semaine avec un beau témoignage. Vous allez le découvrir de Rebecca qui a rencontré sa maman biologique à 27 ans. Alors elle va nous partager tout ce parcours parce que lorsque nous sommes une enfant adoptée, eh bien il peut y avoir des choses qui sont des sentiments qui peuvent être assez uniques dans ce parcours et si vous-même vous avez vécu l'adoption, eh bien je crois que vous allez pouvoir vous retrouver, vous identifier et du coup aussi si vous avez encore des blessures attachées à ce parcours, eh bien je crois que cette émission va vous faire du bien et que Dieu va pouvoir opérer un miracle dans votre cœur et pour que vous ne puissiez plus vous sentir abandonné, mais adopté, parce que c'est ce qu'il fait. Il nous a adoptés, il est devenu notre père. Alors moi, j'aime beaucoup les histoires d'adoption, parce que moi-même, j'ai été adoptée en plus. Mais vous allez voir, c'est une histoire qui est complètement différente, parce que chaque histoire est totalement différente. Ceci dit, il y a toujours quand même quelques points communs, quelques similitudes. Alors bonjour les filles, et bonjour à toi Rebecca. On est content de t'avoir sur le plateau aujourd'hui, et que tu puisses nous raconter ton histoire. Rebecca a quand même 27 ans, rencontré ta maman biologique. C'est une belle histoire. En tout cas, c'est une sacrée histoire. C'est pas tous les jours qu'on entend ça. Et donc, avant que tu nous en dises plus, je voudrais juste prendre le temps de partager un ou deux témoignages sur le bon vouloir d'Aurélie. Vous remerciez vous tous, les partenaires, parce que non seulement EMCI, c'est des émissions, mais c'est aussi des conférences. Et il y a quelques semaines, eh bien, vous avez eu l'occasion de vivre avec nous la conférence Guérison et Réveil avec Jean-Luc Traxel, avec Frank, avec Mickaël. Et on a vécu plein de belles choses et j'ai vu et lu et on m'a contacté aussi pour me dire franchement, le live, c'était super. Sur place, c'était super, mais le live aussi, c'était super. Il s'est passé plein de choses dans la salle, mais aussi à distance. Et c'est ça la beauté des médias, c'est que l'onction va au-delà du lieu géographique, physique dans lequel on est. Et on a un ou des témoignages, Aurélie ? Oui, on a eu de magnifiques témoignages. Ça venait de toutes parts, comme tu as dit, dans la salle, dans quasi tous les pays où on était suivis. Le Seigneur a opéré de grandes choses. Et l'un des témoignages, moi, qui m'a beaucoup touchée, c'est ce jeune homme qui est venu. Il est venu accompagner parce que, en fait, c'est un monsieur qui avait fait un AVC et il pouvait plus lever sa main gauche et son pied gauche non plus. Il est devenu hémiplégique. Suite à ça, il y a une partie de son corps qui ne fonctionnait pas. Et alors que Mickaël était justement en train de prier lors de la conférence, et bien, ce qui s'est passé, c'est que le monsieur, il a pu faire ces mouvements qu'il n'arrivait plus à faire. Il a commencé à lever sa main gauche et aussi son pied gauche. Et ça, vraiment, c'était quelque chose de waouh, quoi. Parce qu'il est venu, il rentrait chez lui comme ça. Et puis, on bénit le Seigneur pour ça. Sinon, on a eu vraiment beaucoup de témoignages. Il y a des personnes qui disaient que des douleurs aux hanches ont disparu. Il y a une dame qui avait mal au bras et puis son bras s'est remis. Elle dit qu'elle a l'impression qu'un chiropracteur était comme en train de travailler et puis tout s'est bien passé en fait. Des personnes qui n'arrivaient même pas à marcher, qui avaient des douleurs aux hanches, aux genoux, que le Seigneur a également touché. Sincèrement, il y a eu plein de témoignages. On rend grâce à Dieu pour tous ces témoignages. Moi, j'ai vu un témoignage passer suite à la conférence. Je pense que c'était un monsieur, il était en voiture et puis Jean-Luc avait prié pour les yeux, puis il a dit allez vous laver les yeux et puis constater le miracle. Il dit j'étais en voiture, du coup j'ai utilisé ma salive. Comme Jésus a fait, quoi. Pour se laver les yeux, puis il dit il a enlevé ses lunettes et sa vue était parfaite. Donc gloire à Dieu, j'ai beaucoup aimé aussi ce témoignage. Même les délivrances, il y en a eu vraiment beaucoup de délivrances. Dieu, merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Donc merci à vous tous, la grande famille des partenaires, parce que comme je le disais, c'est pas juste les émissions, c'est aussi ces temps de conférences, ces conférences qui seront transmises partout dans la francophonie, en direct, en rediffusée
transférer aussi. Et sur place, c'est un nombre limité de personnes qui peuvent en bénéficier. Mais par contre, une fois que c'est diffusé, c'est des milliers et des milliers de personnes qui ont déjà suivi tous les lives de cette conférence. Donc, un grand merci à vous tous, les partenaires. C'est ensemble qu'on accomplit toutes ces choses extraordinaires. Et ces témoignages, c'est les témoignages, oui, à travers EMCI, mais c'est vos témoignages aussi de ces vies, de ces corps qui sont changés, transformés. Mais aussi, en tout cas, merci aux partenaires parce que pour avoir baladé quand même pas mal cet automne, le nombre de femmes, de jeunes femmes qui m'ont dit que ça les inspirait de voir à table avec Annabelle, particulièrement puisqu'il me parlait. Non, mais vraiment, ça touche. Au lieu d'écouter toutes sortes de choses Netflix, et on dit, je me suis mis à écouter à table avec Annabelle, je fais mon sport, j'écoute à table avec Annabelle, et des beaux témoignages. J'ai vu des belles jeunes femmes rayonnantes. Et vous impactez, et tous nos invités impactent à travers cette émission, mais grâce aux partenaires aussi. Alors, écoutez, vous qui nous suivez, c'est parti là pour si vous êtes en train de courir, en train de faire du vélo, etc. En train de manger. Si t'es tranquille, en train de manger, boire un café, il n'y a pas de souci. On est ensemble dans tout ça. Et on est avec toi, Rebecca. Donc, je disais, t'as toute une histoire à nous raconter. Et tu es née au Brésil. Et puis, par la suite, tu vas nous dire, tu as été adoptée. Mais la petite particularité, déjà, pour commencer, c'est que toi, tu es arrivée en France et tu avais déjà 7 ans, c'est ça? Tu avais 7 ans. Donc, à 7 ans, en fait, on se souvient quand même de pas mal de choses. Et comment tu as vécu déjà un peu cette transition, ce changement de vie? En fait, moi, j'ai passé... donc, j'ai été placée à l'orphelinat avec tous mes frères et sœurs. Déjà au Brésil? 3 ans. Oui. Ok, à l'âge de 3 ans. Ouais. Quand j'étais au Brésil, à l'âge de 3 ans, en fait, avec tout l'arrière familial qui était au niveau de l'alcoolisme, au niveau de la violence conjugale. J'ai dû donc être placée en urgence avec tous mes frères et sœurs, donc on était 9. Oh. Et oui, on était quand même une bonne fratrie. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, on a été tous placés ensemble, mais sachant qu'on n'avait pas la même tranche d'âge, on a dû être séparés. Donc ça faisait 3 dans un orphelinat, 3 dans l'autre, et 3 autres qui ont été renvoyés chez eux, en fait. Et pour faire retourner dans ta famille? Retourner dans leur famille, parce qu'en fait, dans les 9 enfants, on avait 8 pères différents. Ok. Voilà. Et en fait, moi, j'ai passé 3 ans et demi à l'orphelinat, et ça a été 3 ans et demi où on a été baignés, en fait, par des éducateurs, des éducatrices qui ont pris soin de nous. Et en fait, déjà, quand tu as 7 ans, oui, on n'a pas eu une enfance facile, mais d'avoir eu un placement qui a été une bénédiction, ça change toute la donne, en fait. Ok. Et tu te souviens de ces 3 ans quand tu étais à l'orphelinat au Brésil? Alors, en fait, quand on a été adoptés, on a eu un album photo qui a permis qu'on puisse avoir des souvenirs. Et au Brésil, c'est un pays où on fait la fête. Il y a beaucoup le carnaval. Mais en fait, on avait quand même une ambiance très familiale dans l'orphelinat. Et puis, le fait qu'on prenne soin de nous aussi, ça donne des bons souvenirs. Donc, oui. Et vous voyez, entre frères et sœurs? Si on se voyait? Oui. Alors, le problème, c'est que le juge, il demandait à ma mère de venir nous voir. Mais en 3 ans et demi, elle est venue nous voir 5 fois. Ok. Donc, ouais, c'est... Et du coup, comment est-ce que tu apprends que toi, tu as été adoptée par une famille française? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'orphelinat, on voyait des enfants partir et ne jamais revenir. Donc, on a posé la question, je crois que c'était mon grand frère qui avait posé la question à la directrice, pourquoi ils ne revenaient pas? Et c'est la première fois qu'on entendait le mot adoption. Et ce qui se passait en coulisses, c'est qu'il y avait déjà des parents en France qui étaient déjà en train de faire les démarches pour nous adopter. Et en 1 an, on a été adoptés, en fait. Vous avez été adoptés à plusieurs de tes frères et sœurs? Les 3 plus petits, oui. Tous les 3, on a été adoptés ensemble, oui. Ensemble, dans la même... Donc, vous êtes partis ensemble en France. Et qu'est-ce que tu te dis, en fait, quand on te dit, toi, tu pars en France, dans ta tête d'enfant, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu imagines? Alors, pour être honnête, je ne me souviens pas du sentiment. Mais quand, dans mes souvenirs ou dans le sentiment, il y avait de la joie parce que on attendait que notre mère vienne nous rendre visite, mais elle venait jamais. Donc c'était déception. Il y avait déception sur déception. Et en fait, à un moment donné, quand on te dit tu vas être adopté, tu vas avoir une famille, tu vas avoir de nouveaux parents, tu vas avoir des personnes qui vont prendre soin de toi
et tu vas être avec tes frères. Ouais, ça, c'est chose. Il n'y a pas plus belle joie, en fait. Et est-ce que les parents adoptifs sont allés vous voir ou bien vous êtes partis du Brésil en France ou avant, ils sont venus pour vous? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus nous chercher à l'orphelinat. OK. Et en fait, pour faire la transition entre le Brésil et la France, on est resté 1 mois et demi ensemble au Brésil. Oh, Dans un hôtel où, en fait, mes parents, ils ont... Pour prendre le temps, en fait, de faire famille. Ma mère, elle a pris le temps d'apprendre le portugais. Wow. Et oui. Ah ben oui, c'est vrai, parce que vous parliez même pas français. Non, du coup, pas du tout. Non. Il y avait la barrière de la langue. C'est ça. Ouais. Oh. Exact, ouais. Tes frères avaient quel âge? Alors, mon petit frère, il avait 4 ans, moi, j'avais 7 ans, et mon grand frère avait 8 ans. On a 17 mois d'écart. En fait, quand je vous parlais des 9 frères et sœurs, en fait, on est dans les 8 pères, avec mon frère, donc, qui a 8 ans. Ouais. Qui avait 8 ans. C'est lui avec qui on a eu le même père et la même mère, en fait. Ah, ok, d'accord. Vous êtes les seuls qui aviez le même père, la même mère. Ok. Et du coup, est-ce que tu te souviens de ce mois que vous avez passé ensemble à l'hôtel? Alors, ça a été un mois de challenge pour mes parents. Parce que, oui, on était adoptables. Oui, on avait eu un parcours compliqué. Mais c'est aussi reprendre des morceaux d'enfants qui n'ont pas eu d'affection, tout reconstruire, en fait. Donc oui, on a testé nos parents. Et en fait aussi, quand on vit dans la précarité, on ne connaît pas la richesse. Donc tout ce qui était les cadeaux, vivre dans un bel endroit, c'était tout un changement, en fait. Oui, une rééducation. Oui, toute l'éducation à faire. Mais ce que j'ai aimé, c'est que mes parents, ils ne nous ont jamais lâchés. Voilà, ouais. Et quand vous êtes arrivés en France, tous les trois, vous parlez un petit peu français ou pas trop à ce moment-là? Dans mes souvenirs, en 3 mois, on a appris le français. Wow. Parce qu'en fait, ma mère était institutrice, donc c'était simple. Donc, je ne me souviens pas si on parlait entièrement français, mais je me souviens qu'on arrivait quand même à communiquer avec nos parents. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, aïe, en fait, c'est ma famille, je vais pas repartir? C'est comme un déclic qui, à la fois, peut peut-être amener de la sécurité, mais peut-être aussi amener comme un sentiment, aïe, tu vois, c'est fini, j'ai changé de pays. Ma mère, je l'attendais, mais du coup, je la reverrai pas parce qu'on est peut-être loin. Est-ce que tu vois, il y a eu ce moment un petit peu où, à la fois, ouais, tu as la sécurité, mais en même temps, c'est comme, aïe, c'est fini, tu vois. Je pense que l'attachement, il s'est fait quand ils sont arrivés à l'orphelinat. Parce que moi, j'ai sauté dans les bras de mon père, je crois. Et mon grand frère a sauté dans les bras de ma mère. Direct. Et mon petit frère, lui, par contre, il se cramponnait aux barrières du portail parce qu'il ne voulait pas partir, il ne comprenait pas. Mais nous, on savait, en fait, on avait compris qu'est-ce qui se passait. Donc, je pense que l'attachement, il s'est fait à ce moment-là. Ah ouais, direct. Nos parents, oui. C'est quand même assez c'est fort, ça. Fort quand même, c'est fort, direct. Ouais. Et du coup, quand vous arrivez en France, on va parler surtout de toi, hein, mais toi, comment est-ce que tu vis cette intégration? Rencontrer, je veux dire, tu as tes parents, mais il y a toute une famille aussi. Tu as des oncles, des tantes, un nouveau pays, une nouvelle culture, nouvelle langue, nouvelle école. Comment est-ce que toi, tu vis ça à 7 ans? Moi, je l'ai bien vécu. En fait, le sentiment que j'ai quand j'avais 7 ans, c'était la joie, en fait. Parce qu'on n'a jamais eu de famille. Donc, quand on t'offre une famille, une nouvelle famille, et puis la famille côté maternelle, en fait, elle a été aussi préparée à notre arrivée. Paternelle, ils ont été aussi bien préparés. Donc, quand tu vois des gens qui t'accueillent à bras ouverts, qui te donnent des cadeaux, il n'y a pas plus belle joie, en fait, Et puis, on a été super bien accueillis aussi à l'école. On est arrivé dans un petit village où on était les 3 métisses du village. Et on n'a jamais vécu de racisme. Wow. Ma mère était aussi institutrice dans cette école. Donc, elle avait préparé aussi sa classe. Elle avait préparé l'école à... Oui, qu'est-ce que c'est une adoption? Donc, on a été super bien accueillis. Est-ce qu'il y a eu des phases un peu de rébellion? Parce que là... 7 ans, l'adolescence n'est pas si loin que ça, finalement. Moi, c'est plutôt après ma conversion qu'il y a eu la rébellion. Ok, raconte-nous ça. Je me tenais quand même bien à la maison, mais c'est l'adolescence où ça a été le plus compliqué. L'entrée au collège, en fait. La recherche d'identité, qui je suis. Tes parents adoptifs étaient chrétiens? Tes parents oui. étaient chrétiens? Oui, ils étaient chrétiens, oui. Okay. C'est grâce à eux que j'ai connu Jésus. Leur foi, oui. Ouais.
Ouais. Et est-ce que du coup, quand tu dis rentrer au collège et toute cette recherche d'identité, est-ce que tu sentais que c'était lié à l'adoption ou tu pensais, tu faisais pas forcément le lien? Je faisais pas du tout de lien en fait. Ok. J'étais remplie de colère, de haine même vis-à-vis des gens. En fait, après ma conversion, il y a eu une grosse descente et je comprenais pas pourquoi j'avais de la colère. Je voulais pas être aimée des gens, je voulais pas aimer les gens et je comprenais pas pourquoi j'avais autant de haine envers les gens. Et c'est à l'âge de 18-19 ans qu'après avoir lu un livre sur le pardon, là j'ai compris que oui, toute cette haine pendant toutes ces années, cette recherche d'identité, c'était lié au non-pardon vis-à-vis de mes parents biologiques. Et pendant toute cette période parce que du coup, ça a duré quand même pas mal de temps, c'est un bon 6 ans. Oui. Tu pensais régulièrement à ta mère biologique, à ton père. Oui. C'était quoi qui t'est J'aimais beaucoup écrire avant. J'écrivais beaucoup sur mon enfance. J'aimais rêver, me dire que... En fait, moi, j'avais une désillusion. Désillusion. Ouais, de mon enfance, c'est que j'avais tout embelli. Pour moi, ma mère, c'était une belle femme. Elle avait toujours ses dents. Et puis avec mon frère, en fait, on se disputait parce que lui, il avait 17 mois d'écart, mais il avait beaucoup plus de souvenirs que moi. Il disait, mais non, maman, elle a pas de dents, elle n'était pas belle. Et moi, je dis, mais si, maman, elle était très belle. Je vois pas... En fait, j'étais vraiment dans un... le passé aussi. Oui, je pense que c'était une protection pour moi de... C'est une étape du deuil. Hein, c'est ça. De dire, exactement. Ouais. Mais je pense que ma thérapie, sans Jésus, c'était au travers de mes textes. C'était très mélancolique, dans la nostalgie. Donc, ouais. Et est-ce que là, tu avais des envies, des projets de retourner au Brésil, de reconnecter avec ta famille? Alors, j'avais des projets, mais c'était loin. J'en parlais un peu avec ma mère, mais c'était loin. C'était pas concret. Mais c'était loin, oui, un jour peut-être. Mais comment elle accueillait ça, ta maman? Elle a toujours accueilli notre parole. Wow. Elle a toujours été prête. Elle nous a dit, voilà, si un jour tu veux ouvrir ton dossier, si tu veux... en tout cas, c'est ici. Et pour ça, mes parents, je les remercie beaucoup. Ouais, parce qu'ils ont toujours respecté notre timing. Si un jour tu veux lire ton dossier, tu sais que c'est ici. Tu le veux, tu le prends, tu le lis. Mais en tout cas, il n'y avait pas de pression sur ça. Est-ce que tu veux retrouver tes parents? Est-ce que tu veux faire une recherche? Ils n'ont jamais parlé de ça, nos parents. Et ça, je les remercie beaucoup pour ça. Et t'en parlais beaucoup? Toi, de façon spontanée? Avec mes parents, non. Mais dans ma pensée, j'y pensais. C'était très présent. Ouais, c'était présent quand même. Ouais. Okay. Un jour, peut-être d'y retourner. Mais j'étais vachement détachée parce qu'il y avait un cheminement de guérison à faire quand même dans mon cœur. Mais aussi cette envie d'y retourner. Mais comment? Pourquoi? Pour quel but? Qu'est-ce que je dirais à ma mère? Ouais, c'était flou encore le projet d'y aller. Et à partir de quel moment ça s'est concrétisé où tu as su que c'est bon, il faut que j'y aille? Alors, ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est que c'est en 2020. Mais alors, du jour au lendemain, comme ça, j'ai dit, tiens, je vais retrouver ma mère. Okay. Mais vraiment, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, je vais retrouver ma mère. Et puis, j'ai écrit sur Google, comment retrouver sa mère biologique avec une adoption plénière. Et puis là, c'est là que tout a commencé, en fait. Ton sentiment, tu disais que tu t'embellissais, qu'elle était comme ci, comme ça. Mais est-ce que tu avais un peu de la haine, de la colère envers elle? Ou c'était juste du beau encore? Je pense que c'était toujours du beau. C'était vraiment un mélange entre... Mais c'est ça, quand tu es adolescent, c'était entièrement entre la haine, l'amour. Il y avait vraiment une incompréhension, en fait, une immaturité au niveau de mes émotions encore, sur ce que je ressentais. Ouais. Et quand ça commence ce parcours pour retrouver ta mère, comment est-ce que toi, tu le vis? Clairement, je le vis avec Dieu. Parce que je ne savais pas dans quoi je me lançais. Ouais. Et 2020, je me dis, OK. Et puis, il faut juste savoir aussi que je pense que ce qui m'a donné cet élan, c'est que j'ai été éducatrice spécialisée. Donc, je m'occupais aussi d'enfants abandonnés, avec des troubles du comportement, avec des situations familiales complètement catastrophiques. Et oui, ce jour, du jour au lendemain, où j'ai dit, OK, je me lance. J'ai dit, OK, Seigneur... Par contre, il faut que tu m'aides parce que je ne sais pas comment je vais y arriver. Et je disais à Phil, mon mari, je lui disais, mais
Pourquoi en fait, Dieu, il me dit pas si ma mère, elle est morte ou pas. Au moins, comme ça, c'est clair, quoi. Et puis, il me dit, mais est-ce que tu l'as demandé? Je fais, en fait, non. Et donc là, j'ai commencé à dire, OK, on y va. Par la foi, j'envoie ce mail parce qu'en fait, il fallait faire plusieurs démarches. Et j'ai envoyé ce mail en me disant, OK, j'y vais par la foi. Je sais pas combien de temps, je sais pas ce que c'est la réponse, mais j'y vais par la foi. Et ça a été 2 ans d'attente. 2 ans, rien. Wow. Rien. Alors, je les ai relancés. À chaque fois, je relançais. Où est-ce que vous en êtes? Mais pas de réponse, je veux dire, pendant ces 2 ans-là. Ils ont dit, on est toujours en recherche. La justice brésilienne, voilà, on est toujours en train de rechercher vos parents. Ça met du temps, etc. Parce que quand même, entre mon adoption, là, et où je fais les démarches, il y a eu quand même 20 ans de silence. Donc, c'est pas du jour au lendemain qu'on retrouve une famille comme ça. Surtout dans les favelas, dans la précarité. Non, c'est pas... Et puis la technologie au Brésil n'est pas la même qu'en France. Donc, on n'est pas du tout dans le même monde, en fait. Et finalement, c'est quand qu'arrive la nouvelle? C'était en mai 2022. Tu reçois un mail? Oui, je reçois un mail un matin. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde tous les matins, je regarde mes mails. Et puis là, je vois « Bonjour, Madame Avogadro, nous avons retrouvé votre famille biologique. » Wow. Et tu sais, quand ton cerveau, il est dans... Je sais que c'est réel, mais est-ce que c'est vraiment réel? Et en fait, pour appuyer tout ça, ils ont fait tout un rapport en fait, de comment ils ont retrouvé, démarches, etc. C'est vraiment quelque chose d'officiel. Hein. On parle vraiment de quelque chose d'officiel. Toutes les démarches, où est-ce qu'ils sont allés, là où ils n'ont pas trouvé, là où ils ont trouvé. Et en fait, c'est une voisine qui a dit ils ont déménagé là-bas, ils ont retrouvé ma sœur. Et c'est à partir de ma sœur qu'on a retrouvé ma mère. Non, mais c'était des... Wow. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu lis tout ça? J'étais, alors, à cette époque-là, j'étais très... au niveau émotionnel, c'était compliqué. Voilà, là, on pleure, là, on est heureuse, là, on est professionnel, voilà. Et en fait, quand j'ai reçu ce mail, j'étais très... détachée, pour te protéger. Par contre, mon mari qui était à côté de moi avait... Il pleurait. Et là, j'ai fait, mais c'est qui a été adopté entre lui et moi? Et en fait, je suis partie au travail. Alors, après avoir lu ce mail-là, hein, parce qu'en fait, dans ce mail, il faut juste savoir que oui, ils ont retrouvé toute ma famille, sauf que ils ont pas... J'apprends dans ce mail qu'un de mes frères a été assassiné. Et moi, je suis très fratrie. J'étais très proche de mes frères et sœurs. Même si j'ai pas grandi avec eux, pour moi, j'étais très proche de mes frères et sœurs. Ok, ouais. Et ils existent, ils sont là, c'est tes frères et sœurs. Alors ça a été compliqué à avaler. Mais quand je suis arrivée au travail, je suis arrivée au travail comme si je n'avais rien vécu. J'ai dit bonjour à mes collègues comme si j'avais rien eu. Et là, j'ai dit, ça, c'est dangereux. Et donc, à partir de là, c'est mon corporel qui a pris. J'ai eu très mal au dos, j'ai été mise en arrêt. Et en fait, j'ai dit au médecin, je me mets en arrêt un jour. Il faut juste que je prenne un temps. Et j'avais dit au Seigneur, je sais que j'ai rendez-vous avec toi et que je suis en train de fuir ce rendez-vous. Et je me souviendrai toute ma vie, ce lundi où je me suis posée avec Dieu et j'ai dit, OK, là, on en est où? Et là, je me suis effondrée en larmes. Et j'ai dit, OK, Seigneur, je te remercie pour cette réponse parce que je t'ai demandé, tu as répondu. Et je te remercie parce que oui, ma famille, elle est en vie. Oui, j'ai un deuil à faire par rapport à mon frère. Mais ma demande, je me rends compte aujourd'hui que oui, elle est réelle et qu'il y a aussi peut-être un projet de voyage à aller là-bas. C'est ça. Donc, oui, ça a été beau parce qu'après, j'ai été suivie par une psychologue. Il y a plein de détails dans cette histoire vraiment qui sont juste magnifiques quand je vois aujourd'hui. Mais il y a eu une psychologue qui a été juste là pour moi dans ce parcours parce qu'elle a fait en gros elle est venue en France pour ses études de psychologie, donc elle parlait portugais et français. Donc en fait, l'assistante sociale qui m'a mis en contact avec elle, en fait, la psychologue, c'était ma traductrice, en permanence. Et au travers de cette psychologue-là, j'ai pu avoir des rendez-vous aussi, parce qu'en fait, j'ai demandé, est-ce que c'est possible d'avoir un rendez-vous avec ma sœur? Parce qu'en fait, je pense que j'avais besoin d'aller par étapes. Première connexion. Étape par étape. On parle de 20 ans de silence. Tu sais pas ce qui va te tomber dessus en 20 ans de silence. Ils te disent un peu dans quel état est ta famille, s'ils sont en bonne santé, tout ça. Oui, en fait, ce qui était beau, c'est que la psychologue, elle a vachement elle a le regard du Brésil, la culture brésilienne, mais aussi européenne. Donc, elle m'a beaucoup préparée à dire, Rebecca, voilà, toi, tu es européenne.
Il faut savoir qu'au Brésil, la culture, elle est comme ça, D'accord. comme ça. Et que ce que tu vas recevoir comme information, sois prête à le recevoir parce que... Et en fait, je suis contente qu'elle ait pu m'introduire les choses comme ça parce que ce qui arrivait derrière, le décor qui était derrière était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Et du coup, là, tu demandes à prendre rendez-vous avec ta sœur à distance. À distance. Pendant 3 mois, ça a été à distance. En fait, j'avais juste besoin de voir ma sœur en Zoom, quoi. Et de lui poser des questions. Être ensemble Oui. Quand j'ai vu ma sœur, parce qu'en fait, on a fait un premier appel sans la psychologue, elle me ressemble, c'est impressionnant. Et après, on a pu... En fait, quand j'ai parlé avec ma sœur et la tierce personne, c'est la psychologue, c'était comme si on s'était jamais quittés, en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir que ma sœur, durant nos années à l'orphelinat, elle est venue pendant 6 mois s'occuper de nous. Donc, ça a été comme une maman, en fait, durant ces années. C'est-à-dire ces années, pendant ces mois-là. Ça a été comme une mère, en fait. Et ça se passe comment, ces retrouvailles? Qu'est-ce qu'on se dit après 20 ans? Ouais, c'est ça. Eh ben, c'était compliqué parce qu'on a plein de questions et puis quand on est devant la personne, on n'a plus rien. Vous parlez plus. Parce que ta sœur, elle n'avait pas été adoptée, elle est restée avec ta maman? Elle est restée au Brésil, ouais. Okay. Oui. Donc, ouais. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'appréhension par rapport au... Parce que oui, on pose des questions, mais c'est quoi la réponse derrière? Et en fait, je pense que j'avais besoin, parce que ma sœur, comme elle est restée au Brésil et qu'elle est restée vivre avec ma mère, c'était elle qui avait le plus de réponses pour moi. Et donc, oui, c'était comme un filtre. Parce qu'il fallait que ce soit ma sœur avant ma mère dans ce rendez-vous. J'avais besoin de voir ma sœur et ensuite ma mère. Il fallait que la bombe soit beaucoup moins violente. Et donc, dans ce rendez-vous, oui, j'ai appris J'ai appris, oui, qu'il y avait des violences conjugales, que quand j'étais dans le ventre de ma mère, mon père frappait ma mère. Donc ça a été des... Et là, le chemin de guérison, il a commencé à peu. Oui, il a été là déjà avant, mais il a continué encore à ce moment-là. Et donc, pendant combien de temps tu as eu des contacts à distance? Avant de la voir en vrai? Ouais. Ça a été pendant 1 an, si je ne me trompe pas. Mais là, tu savais déjà que tu voulais aller les rencontrer? Non, j'étais encore dans... Parce qu'en fait, il y avait ces échanges à distance avec ma sœur. Ensuite, ça a été ma sœur, ma mère. Donc, la première fois que tu as reparlé à ta mère, c'était à distance? C'était aussi à distance. Voilà. En fait, j'avais besoin de faire ce travail à distance pour me dire, voilà, je sais qu'au moins... C'était plus sécurisant pour toi. Il fallait que j'ai quelque chose... En fait, je pense que j'avais besoin d'avoir tous les éléments là, à distance, au moins comme ça, si j'allais au Brésil, je sais que... À quoi t'attends, plus ou moins. Mais du coup, raconte-nous la première fois que tu reparles à ta maman, alors, je pense que je la regardais pas vraiment. Je pense que j'étais gênée. En fait, on était tous gênés dans cet appel. Mais j'avais besoin de lui poser des questions. Et tu l'appelles comment? Ce jour-là, tu l'appelais comment? Je l'appelais pas. Non, honnêtement, je l'appelais pas. Non. Pour moi, c'était ma mère biologique, quoi. Ok. Voilà. Et ta mère, est-ce que tu sentais qu'elle avait... Tu disais tout le monde était gêné, mais est-ce que tu ressentais qu'elle avait peut-être de la culpabilité? Elle avait énormément de culpabilité. De faire face à toi, surtout adulte aujourd'hui. Oui. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est plus quand on s'est vu en vrai que les choses, elles étaient plus vraies. Les sentiments étaient plus là. Ouais. Et ton père biologique, est-ce qu'elle était toujours avec lui? Alors, mon père biologique, pas du tout. Mon père biologique, il faut savoir que dans les dossiers, on en parle très peu. Parce qu'il a été absent, en fait, dans ma vie. Moi, je ne me souviens pas du tout de mon père. Et c'est par mes propres recherches, en allant contacter ma sœur qui me donnait des contacts avec ma cousine. Bref, c'était tout un... Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est trop long. Mais en fait, j'ai pu retrouver mon père. Et après, j'ai dit à la psychologue, j'ai retrouvé mon père. Donc, je veux aussi avoir un appel avec mon père. Et cet appel-là, on a pu le faire quand j'étais au Brésil. Ok, wow. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Tu parles avec ta mère en ligne pendant plusieurs mois. Et qu'est-ce qui vous amène à la conclusion qu'on doit se voir et qu'il faut le faire? D'accord. Donc là, on est à distance. Avec mon mari, on fait une première formation en France. Pour plus creuser dans la Bible, plus connaître Dieu. Ensuite, on vient au Canada, parce que Dieu nous a clairement dit, vous allez au Canada,
faire Jeunesse en Mission. On fait une école d'avril, là, donc là, on parle d'avril 2023 jusqu'à septembre. Et durant cette école, il y a eu aussi... parce que cette école, ça a été, oui, connaître Dieu, mieux le connaître, mais aussi un cheminement de guérison beaucoup plus profond. Et un jour, j'ai dit à mon mari, je vais aller au Brésil. Parce que nous étions au Canada. Donc pour moi, le parcours était simple. Le Brésil, c'est pas loin. Pourquoi retourner en France? Donc, ce qui s'est passé, c'est que Jeunesse en Mission, quand tu fais une formation de 6 mois comme ça, ce qu'ils proposent, c'est que tu ne rentres pas forcément chez toi tout de suite. Donc, aux États-Unis, j'ai une tante avec qui je suis très, très, très proche. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant 1 mois et demi, on est allé chez ma tante. Et pendant 1 mois et demi, ça a été 1 mois et demi, oui, de guérison encore et de préparation au Brésil. Et ensuite, en octobre, donc 2023, donc il y a 1 an, hein, on parle d'il y a 1 an, on allait au Brésil. Et c'est là que les choses, les vraies choses sont arrivées. Raconte-nous ça. Waouh, c'était beau, c'était très émouvant. Et là, ils viennent te chercher à l'aéroport. Est-ce qu'ils viennent à l'aéroport te chercher ou alors vous organisez Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment la psychologue, je vais beaucoup en parler parce que ça a été le pilier de tout ce voyage. La psychologue, en fait, à la base, on devait arriver à l'aéroport et directement aller à l'hôtel. Et en fait, j'ai dit à la psychologue, je reviens de 20 ans. Désolée. Je reviens de 20 ans où j'ai pas de famille. Où ma famille n'était pas là. Donc j'ai fait, est-ce que tu peux m'accueillir dans mon pays? Et en fait, à 21h, elle est venue à l'aéroport et elle nous a clairement accueillis, en fait. Et donc, oui, elle nous a accueillis. Ensuite, on est allé à l'hôtel. Et en fait, il y avait tout un programme parce que dans ces 1 mois et demi aux États-Unis, ça a été aussi, voilà, Rebecca, on veut te respecter dans ce que tu veux faire. Dans quelle étape? Est-ce que ta mère en premier, toute seule? Où? Parce que c'est des lieux de rencontre. C'était tout planifié. Et en fait, j'en parle pas là forcément parce que ça a l'air logique, mais en fait, on a fait ça avec Dieu. On a dit, Saint-Esprit, on va où? Dirige-nous, en fait, parce qu'on pourrait faire plein de choses, mais on veut vraiment t'entendre toi et dans qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, en fait, dans ce mois au Brésil. Et ce qui s'est passé, c'est que oui, on arrive au Brésil, on s'installe à l'hôtel, on fait le week-end, et en fait, à partir du lundi, ça a été le départ de toutes les rencontres. Donc, première rencontre où j'arrive dans le lieu où travaille la psychologue. Donc, c'est là où ils font tous les processus d'adoption. C'est là que les juges, ils communiquent avec les juges. Et en fait, je suis accueillie. Moi, je pensais que j'allais être accueillie juste par la psychologue. Je suis accueillie par son équipe. Par des assistantes sociales, mais vraiment, j'avais 10 personnes devant moi. Ils prennent ça avec et là, je vois 2 personnes super bien habillées. Et là, je fais, c'est qui ces personnes? Et là, la psychologue me dit, en fait, le juge qui est là, c'est le juge qui a signé tes papiers il y a 20 ans. En fait, c'était pas le juge principal, mais celui qui était en dessous, qui a juste signé tes papiers il y a 20 ans. Alors là, je me suis écroulée en larmes. Ça a été le commencement. Et après, oui, le lendemain, ça a été la rencontre avec ma sœur. Alors, la rencontre avec ma sœur, ça a été 2h30 d'échange où je pense qu'on a traversé toutes les émotions. Vraiment, ça a été... Ah ouais, toutes, y compris des négatives? Ouais, parce qu'en fait, là, elle me raconte aussi son histoire. Elle me raconte son parcours de vie qui est hyper compliqué, où elle a subi des choses, mais inimaginables. Et je me dis, tout ce qu'elle a subi, elle, c'est tout ce que j'aurais dû subir si j'étais restée au Brésil. Donc là, t'es plus là, la reconnaissance, elle prend encore plus de grade, quoi. Donc, voilà. Et dans cette semaine-là, je rencontre ma mère le vendredi. Donc, en fait, dans les émotions, là où on en est, c'est quand même... t'es stressé, mais tu fais confiance à Dieu. Tu sais qu'il va gérer, mais tu sais pas comment tu vas réagir quand tu vas rencontrer la personne. Donc vraiment, ma mère, je pense, c'était un peu le principal dans tout ça, où je me suis dit, comment je réagir. Et en fait, quand j'ai rencontré ma mère, c'est elle qui elle s'est écroulée en larmes, en fait.
Et c'est là aussi où tu te rends compte en fait de tout ton parcours de guérison. Pourquoi Dieu il a répondu à tel moment et pas à tel moment. C'est là que tu vois aussi la puissance du pardon. Vraiment, quand j'ai vu ma mère... Quand tu l'as vu, tu n'avais pas de sentiment pas du tout. J'étais calme. De colère, de haine. J'étais calme, j'étais posée, j'avais aucune rancune, j'avais aucune colère envers elle. J'avais juste la paix et l'amour en fait de voir ma mère. Vraiment, c'était... Puis c'était un bel échange, en fait. Toujours, bien sûr, je rajoute ça, toujours avec la traduction, avec la psychologue, etc. Mais le sentiment que ma mère, elle avait, c'était la culpabilité. Vraiment la culpabilité. Et puis l'incompréhension. Parce qu'en fait, dans tout ça, c'est que j'ai dit à ma mère, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à là, en fait. Et puis, en fait, d'avoir les coulisses aussi du vécu de l'autre et de mieux comprendre, on relativise beaucoup plus, en fait. Et tu parlais de précarité, de favelas et tout. Est-ce que c'était encore la situation dans laquelle ils étaient quand toi, tu les as retrouvés Ben, là où j'ai rencontré ma mère, c'est clairement dans les favelas. Hein. Donc là, on parle d'atmosphère qui est très lourd spirituellement. Ouais. Donc, oui. Je l'ai rencontrée chez elle, en fait. Alors là, je parle de chez elle, mais c'était plus chez une de mes sœurs. Où elle vit, où elle est en train de vivre chez une de mes sœurs là à ce moment-là. Elle était accueillie chez une de mes sœurs parce qu'elle n'avait pas son domicile. Et qu'est-ce que ça a créé en toi, tout ce parcours, la guérison, le pardon, le fait d'avoir reconnecté avec ta famille, notamment avec ta mère? Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, avec un petit peu de recul, que ça t'a apporté? C'est comme un livre qu'on finit. De me dire, là, on clôture quelque chose on le clôture bien, en fait. Et de me dire, oui, là, le pardon, ça a une puissance, la guérison, ça a une puissance, et c'est réel, en fait. Donc, je me dis, mais si moi, j'ai pu vivre ça, mais combien de personnes adoptées peuvent le vivre? Non, mais vraiment, c'est beau. Et puis me dire, tu repars de ton pays en paix, tu clôtures quelque chose, et tu vas maintenant fonder ta famille. Mais c'est juste beau, en fait. C'est magnifique. Tu voulais poser une question? Oui, je voulais demander comment ça s'est passé parce que c'était la première semaine, mais tu étais là pour 1 mois. Oui. Tu vois, donc tout au long de ce temps, est-ce que les échanges ont été plus poussés? Comment ça s'est passé en fait? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque rendez-vous, c'est comme si j'avais besoin de 3 jours de repos. Ah, ok. Parce qu'en fait, ça demandait... Moi, je me sentais bien sur le coup, mais en fait, après, je me suis rendu compte que mon corps, lui, en fait, il prenait en fait, dans ses rendez-vous. Parce qu'en fait, au niveau émotionnel, il fallait que je vive mes émotions qui ont été peut-être enfouies, étouffées durant toutes ces années. J'en ai vécu des émotions, mais là, quand c'est réel... tu les vis réellement aussi. Donc, oui, j'avais mon mari pour me soutenir. Mais lui, il vivait tout. Mais il m'aidait aussi à les vivre. C'était vraiment beau. On a vécu ça vraiment tous les deux. Et c'était beau, en fait, d'être une équipe, en fait, aussi. D'être soutenu par ta moitié, c'est super important. Et puis, depuis, toi-même, tu as eu un bébé aussi. Oui. Est-ce que tu penses que tu as vécu la maternité de façon différente à cause de tous ces événements des dernières années? En fait, je suis rentrée dans la maternité en ayant un cœur guéri, un cœur qui a pardonné. En fait, un cœur léger. Et de vivre une grossesse avec un cœur léger, avec son passé, mais c'est magnifique. Hein. Et Oui, non, mais dis-moi. Mais est-ce que tu entretiens des relations? Par exemple, ta mère biologique, est-ce qu'elle a vu ton bébé par Zoom ou par... Alors, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je suis en contact avec ma sœur, avec un de mes cousins qui est pasteur aussi au Brésil. Je peux être en contact avec une de mes sœurs, mais ma mère, en fait... c'est là aussi le pardon, c'est oui, j'ai pardonné, mais je ne suis pas forcément en lien avec ma mère. Voilà. Oui, elle m'envoie des messages, oui, je peux répondre, mais mon mari lui a envoyé des photos du bébé, tout ça, mais je ne communique pas avec ma mère à l'heure d'aujourd'hui. C'est vrai. Bah là, aujourd'hui, c'est plus un sujet de douleur ou de souffrance, tu sais qui elle est. Mais c'est ça y vient aussi. Respecter ses émotions dans le processus et tout, je trouve ça vraiment super. Et peut-être dernière petite question par rapport à tes parents aujourd'hui, puis à tes frères et sœurs, comment eux, ils ont vécu ça de l'extérieur, tout ton parcours?
Alors, je vais commencer avec mes frères. C'est là que ce qui peut être dangereux, c'est que quand tu vois 3 enfants, tu penses que tout le monde vit la même manière, alors que pas du tout. Mon petit frère, il a fermé la porte à ça. Mon grand frère était beaucoup plus ouvert, donc lui, il a plus vécu à travers mes vidéos. Ouais. Ça l'intéressait. Voilà, ça l'intéressait quand même. Même si vous me disiez, moi, j'ai pas envie. Ouais. Voilà, ça l'intéressait quand même. Et mes parents, ils m'ont beaucoup soutenue. Franchement, ça a été des très bons soutiens. Mes parents adoptifs, à distance, ils priaient, ils savaient ce que j'étais en train de faire. Et en fait, ce qui est beau aussi, c'est que mes parents, je sentais pas cette émotion de « Ah, est-ce que tu vas rester au Brésil ?» Non, ils étaient en paix. Ils savaient. En plus, moi, je leur disais à chaque fois « Vous êtes mes parents. Vous resterez mes parents. Et rien va changer que j'aille au Brésil, en fait. Je vais aller au Brésil, mais vous restez quand même mes parents, en fait. » Donc, voilà. Merci beaucoup, Rebecca, d'avoir partagé ton histoire, de nous partager les coulisses de ces retrouvailles, de ces recherches. Et vous-même, si vous avez vécu une adoption ou peut-être juste vous êtes senti éloigné de vos parents biologiques et ça a créé un trou dans votre cœur, ça a créé du rejet, eh bien aujourd'hui, je crois que Dieu veut et peut vous guérir. Il peut vous guérir là instantanément, vous remplir votre cœur d'amour et puis aussi vous donner peut-être la sagesse et la stratégie pour savoir quelles actions poser. Et dans le cas de Rebecca, il y a eu ce voyage. Alors chaque histoire est complètement différente, mais peut-être que pour vous, ce sera passer un coup de fil, écrire une lettre, finalement lire un dossier, reconnecter avec quelqu'un, alors que le Saint-Esprit puisse vous inspirer. Mais je prie que maintenant, vous puissiez recevoir l'amour de Dieu qui vient combler votre cœur au complet, cet amour qui est capable de guérir absolument tous les vides, de combler absolument tous les vides. Et puis on veut se rappeler qu'au-delà de nos parents biologiques, au-delà de nos parents adoptifs qui ont pu être merveilleux, eh bien nous avons un Père céleste qui est extraordinaire et qui est parfait et qui nous aime et qui ne nous abandonnera jamais. Alors c'est vraiment la promesse sur laquelle on peut s'appuyer aujourd'hui et cette promesse, cet amour dans lequel aussi on peut se confier. Il prendra soin de votre cœur en tout temps. Merci encore les filles. Et puis je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine. Bye bye.